Ça marche. Waouh, incroyable. Incroyable. Bonjour tout le monde, merci d'être venu et bonjour à toute la promo de journalistes. Et voilà, et on va pouvoir ensuite s'entretenir avec Fiona. Donc le format, je vais poser quelques questions à Fiona et puis ensuite il y aura un temps de discussion collective. On a de 12h à 14h. Bon, on verra en fonction de ton inspiration sur les petites questions. Euh, Rappeler peut-être pour commencer que Fiona Mill est donc présidente de Mountain Wilderness France, grande association de protection de la nature montagnarde particulièrement. J'ai oublié de regarder depuis combien de suite, depuis 3 ans et demi. Après Freddy Maignan, c'est ça, qui avait été très actif avant toi, et puis je crois que tu as très très bien pris le relais. Mountain Wilderness a une visibilité, j'ai l'impression, croissante, et puis là, avec le coup de projecteur des JO, je pense que vous allez avoir une activité intense dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Tu viens de publier il y a quelques mois, au mois d'octobre, et donc j'ai oublié le bouquin chez moi, et en plus, je n'ai pas fini de le lire, il me manquait une dizaine de pages. Donc octobre, hein, c'est ça la publication. Novembre vient de sortir. Je crois qu'il marche bien, en tout cas, on le trouve très facilement partout. Réinventons la montagne. Il se lit vite, il est dense, il est extrêmement agréable à lire, sans flagornerie. Euh, voilà, ça dit des choses. Enfin, ça permet d'avoir à la fois un portrait de la montagne, voilà, où on en est, du tourisme en montagne aujourd'hui, particulièrement des sports d'hiver, et quelles sont les perspectives avec un choix dont tu reparleras peut-être ensuite de proposer 3 scénarios en quelque sorte pour imaginer le futur. Et non seulement où on en sera en 2030, mais aussi quels ont été les chemins pour accéder à ces différents futurs, euh, certains un peu apocalyptiques et d'autres plus joyeux. Et globalement, ton livre fait du bien aussi parce qu'il est joyeux, il est plein d'énergie et il en faut dans le climat actuel qui est quand même un peu angoissant parfois. Alors, peut-être pour commencer, une petite présentation de ton association, de Mountain Wilderness. Ok, déjà, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus par les montagnes ce midi. Mountain Wilderness, c'est une association internationale qui a été créée en 1987 par des alpinistes de différents pays et qui se sont dit, mais on a une chance incroyable d'être là-haut. Et en même temps, on voit déjà en bas, dans nos vallées, dans nos vies quotidiennes, l'accélération tout simplement des impacts de l'homme sur l'écosystème Terre et comment on fait pour protéger la haute montagne. Ça, c'est les racines. Et aujourd'hui, Mountain Wilderness, c'est une asso qui est plus vieille que moi et qui s'engage. Moi, je suis présidente au niveau national, présidente bénévole, à la fois sur la protection des milieux montagnards et tous les milieux montagnards, tous les massifs français de la haute montagne aux vallées, mais aussi qui cherche surtout à se dire comment on protège ces milieux d'exception tout en faisant en sorte de trouver la juste cohabitation avec le fait que la montagne, c'est aussi un territoire de vie, c'est aussi un territoire qui est traversé par des pratiquants, par des personnes, par des contemplatifs, par des personnes qui viennent découvrir cette montagne. Et du coup, notre association, nous, elle cherche vraiment à trouver ce juste équilibre entre la protection et la vie à l'année en montagne. Et, et donc, de ce fait, on va travailler sur plein de sujets. La mobilité, comment on fait pour se passer de notre voiture en montagne, euh, l'aménagement voilà, Étienne, il fait des bêtises, il est en train de m'enlever tout le son. C'était très baisse. Ah, c'était très fort. Ah bah oui, attends, je casse les oreilles. L'aménagement des territoires de montagne, comment on fait pour pas artificialiser toujours plus les territoires de montagne. On va travailler aussi sur la question, bien évidemment, de protection de ces milieux et de la faune qui peut y vivre. Voilà, on va sur le tourisme, et je pense qu'on va peut-être beaucoup en parler aujourd'hui, parce que vous le savez, les territoires de montagne, ils sont quand même un petit enjeu de bascule sur leur modèle touristique et économique. Et nous, on cherche vraiment à avoir ce regard transversal sur tous les sujets de la montagne. Et pour ce faire, on va avoir des actions de plaidoyer, donc au niveau des institutions nationales, toutes les collectivités territoriales, mais aussi des actions en justice. On fait beaucoup de recours en justice, notamment avec d'autres associations comme France Nature Environnement,
mais pas que. On cherche aussi à faire bouger les choses sur les territoires, donc soit avec des actions des fois qui vont être très opérationnelles, mais aussi beaucoup sur la mise en mouvement des territoires sur les sujets de transition. Et peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Ouais, complètement, puisque c'est quand même le cœur aussi de ton livre, c'est comment engager cette transition en montagne. Euh, ouais, parmi les peut-être quelques exemples d'activités très précises que vous avez faites, il y a eu des grandes campagnes dans les années 2000 de Mountain Wilderness, et peut-être aussi sur l'ancrage géographique, il me semble, un ancrage d'abord alpin, et sous ton action, c'est en train peut-être aussi de s'étendre, et sous l'action aussi d'Étienne Pascal, qui est là, délégué Mountain Wilderness pour les Pyrénées plus particulièrement. Mais il me semble un ancrage, enfin, tu me corriges si je me trompe, mais un ancrage plutôt alpin au départ autour du Mont Blanc, Oui, et un élargissement. en effet, l'association, elle est basée, l'équipe salariée, on a 9 salariés qui sont basés dans les Alpes à Grenoble, mais notre action, elle est vraiment au niveau national. Historiquement, en effet, la protection de la haute montagne a fait qu'on s'est retrouvés à traiter des questions, en effet, du Mont Blanc et pas que, mais au fur et à mesure, et moi, c'est vraiment une volonté très forte de faire en sorte que l'association, elle puisse traiter de tous les enjeux de nos montagnes avec un S. Et là, dans les Pyrénées, il y a une vraie dynamique. On est allé à Luchon il y a 2 jours, il y avait 100 personnes. Hier, on était à Pau, il y avait 70 personnes. Et je pense que ces questions justement de comment on vit bien dans nos montagnes tout en les préservant, c'est à la fois tous les montagnards qui sont habités par ces questions, mais aussi de nombreux urbains qui vivent par exemple à Toulouse et qui se disent, mais en fait, la montagne, c'est peut-être plus qu'un terrain de jeu, c'est peut-être plus qu'un beau paysage, mais quelle relation moi j'ai demain avec ces territoires et on travaille beaucoup là-dessus. Ouais, et puis je pense aussi pour Luchon et pour les territoires où il y a des stations de sport d'hiver, il y a une grande inquiétude du non-traitement politique ou de l'insuffisance du traitement politique de la question du changement climatique, mais je pense aussi qu'on va y revenir, on va y revenir ensuite. Alors, avant de rentrer dans le cœur du bouquin, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours, puisque comme c'était annoncé, je crois, sur les affiches, tu es une ancienne étudiante de Sciences Po Toulouse, et donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, comment tu t'es retrouvé peut-être ici en partant peut-être de ton expérience de Sciences Po Toulouse et de ce que tu as fait ensuite. Déjà, peut-être pour démarrer mon parcours, moi, je suis pas une montagnarde dans le sens où je suis pas née en montagne. Moi, je suis née dans le bassin minier, à quelques kilomètres d'Hénin-Beaumont, que vous connaissez sûrement. Mais la montagne, moi, c'est quelque chose qui m'a pris, j'ai envie de dire, dans les tripes quand j'étais très jeune et grâce aux Pyrénées. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de découvrir les Pyrénées avec mes parents l'été. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que des territoires peuvent nous apporter autant de bonheur? Moi, les montagnes, elles me font énormément de bien et je pense qu'elles ont nourri aussi une envie de m'engager et très tôt, je me suis engagée dans des associations. Quand j'avais 15 ans, je me suis engagée à mon échelle dans le Nord, sur les questions agricoles parce que j'avais fait un lycée agricole. Et puis je me suis toujours dit: «J'aimerais bien trouver une manière de m'impliquer, sur ces sujets». Hem, donc j'ai été étudiante à l'IEP de Toulouse. Alors mon premier choix pour être à l'IEP de Toulouse et pas dans un autre IEP, c'était justement parce que c'était proche des Pyrénées. Et puis après j'ai eu l'occasion de faire, le master qui s'appelle du coup, TER, Désormais terre. désormais TER, voilà. Et puis, surtout, j'ai eu l'occasion de faire une césure, comme vous, en troisième année. Et durant cette césure, j'ai fait 2 stages parce que je voulais faire des choses, qui étaient concrètes et me dire, justement, si je m'engageais dans une association, vu que j'aimais ça, laquelle ça pourrait être? Et ça a été Montagne Wilderness. Et donc j'ai été stagiaire dans l'association où je suis désormais présidente. J'ai fait mon stage sur, comment on pouvait, à l'échelle européenne, sensibiliser les adultes sur, la protection, justement des milieux sauvages. Et j'ai adoré mon stage chez Mountain Wilderness et du coup, je suis revenue, faire mon master. Je me suis engagée en tant que déléguée de l'association dans les Pyrénées et puis, après, voilà, je voudrais véritablement, continuer à m'engager dans l'association d'un point de vue bénévole. Donc, aujourd'hui, je suis, présidente de l'association et c'est en effet un engagement qui est bénévole. Et à côté, j'ai un métier quand même. Je suis consultante dans une entreprise là que je viens de créer il y a 2 ans avec un associé, où je travaille sur les questions de risque et de résilience des territoires et un lien direct avec, le master que j'ai pu faire, qui est de se dire, en effet, nos territoires, comment on fait face à l'accélération, par exemple des risques naturels, comment on va se préparer à, des inondations, à des périodes de canicule, mais peut-être aussi à des coupures énergétiques et cetera et cetera.
Et ça m'a nourri aussi dans la réflexion du livre. Et puis, vu que je voulais aussi un engagement qui était plus concret, je pense que, on va dire plus concret, peut-être un peu moins intellectuel. Là, ça fait quelques mois que je gère un gîte d'étape dans le hameau dans lequel je vis. Donc maintenant, moi, je vis dans Beldon. Beldon, c'est un massif autour de Grenoble. Et j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'avoir réalisé un peu mon rêve d'enfance et que maintenant, je vis en montagne à 1100 mètres d'altitude et que j'arrive à concilier l'engagement que je pense que j'ai toujours voulu avoir et que, en effet, les études à Sciences Po m'ont permis parce que à la fois, il y avait toutes les réflexions intellectuelles pendant les cours, mais aussi la place pour s'engager dans des associations. Beldon, c'est Champs, comme station de sport d'hiver. Oui, en effet, si on parle en termes de station, la station de Champs-Rousse, c'est ça que moi je la vois depuis ma fenêtre et puis il y en a aussi d'autres, mais c'est surtout un super massif, sauvage où on peut faire aussi plein d'autres choses que du ski, mais pas que. Mais voilà, Michel-en-Rousse qui est exemplaire d'une trajectoire très très compliquée depuis le tout début de l'aménagement, un aménagement de grande ampleur et qui a été très vite confronté en particulier au problème de pénurie d'eau et d'une urbanisation très mal pensée dans le site et rattrapé très vite par des problèmes de manque de neige. Donc c'est station voilà, pensée aussi pour bénéficier de la proximité de Grenoble. Euh, bah, peut-être que tu peux nous raconter l'envie de faire ce livre. Pourquoi un livre, peut-être, pour voilà, intervenir dans le débat public? Pourquoi il t'a semblé que c'était intéressant de faire ce livre à ce moment-là? Mmh mh. Donc ce livre, il s'appelle «Réinventons la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible». Hem, Tous les mots, ils ont été pesés dans ce titre. J'ai commencé par Alpes 2030 parce que ma porte d'entrée pour moi, c'est, l'annonce de l'organisation des Jeux d'hiver, dans les Alpes françaises pour 2030 et donc au départ, il faut savoir qu'il y avait, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA qui se faisaient un peu la guéguerre pour savoir, qui allait, accueillir les Jeux d'hiver. Ils ont réussi à coopérer pour faire une candidature commune, hem et pour moi, l'annonce de ces Jeux d'hiver, je l'ai, et pour toute l'association, l'a vraiment perçue comme, un non-sens complet au regard de tous les débats de qui ont lieu actuellement dans nos montagnes, qui consistent à se dire: «Il faut qu'on arrive à diversifier, notre activité touristique, mais surtout, il faut qu'on arrive à diversifier notre économie de montagne. Bref, il faut qu'on arrive à changer de modèle». Il faut qu'on arrive à sortir, du modèle dit sport d'hiver qui a été, lancé, accéléré avec le plan neige des années 60, qui a permis et on y reviendra des aspects positifs, pour les territoires, on va dire d'un point de vue économique. Ça a permis, à des villages de créer des emplois, à des familles de s'installer, même dans certaines, villages et vallées de sortir, d'une pauvreté. Ça a eu aussi des impacts, on en parlera. C'est ce modèle sport d'hiver, que ça soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue culturel, mais surtout là, il y a un véritable enjeu, c'est autour de ces JO qui est de se dire: «Est-ce qu'en 2030, on doit encore accueillir un événement international qui consiste à faire rêver autour des sports d'hiver, à faire une vitrine des sports d'hiver dans des territoires de montagne qui actuellement sont en train qui ont un besoin urgent de transition?» Et notamment en moyenne montagne, où là, les questions d'enneigement, ça fait la une de l'actualité, tout le temps, quoi, hein. Je vous invite à regarder, les médias, locaux et nationaux sur, l'après-ski, le manque de neige en moyenne montagne, enfin, c'est tous les jours et pour autant, on est en train de parler de jeux d'hiver en 2030. Donc là, je me suis dit: «En effet, il faut en parler» et ce livre, en fait, c'est parce que j'ai rencontré une éditrice d'une petite maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Faubourg qui, c'est marrant son parcours, c'est qu'elle, elle vit à Paris, mais bon voilà, elle est amenée à aller en montagne régulièrement. Elle dit: «Mais je suis allée skier en hiver et en fait, je me suis retrouvée à skier sur de la neige artificielle et c'est pas possible». Moi, ça me paraît pas elle, à titre personnel, elle se disait: «C'est pourquoi on continue de faire ça?» Et donc elle a découvert l'association, elle m'a dit: «Est-ce que ça te dirait pas d'écrire?» Et en 3 mois, on a écrit ce livre, hem et je me suis dit: «En effet, le livre, finalement, c'est très bien parce que c'est un outil pour ouvrir le débat dans les territoires» et donc là, on est en train d'organiser des dizaines et des dizaines de rencontres sur tous les territoires de montagne pour parler du devenir de nos territoires parce que cette question, elle manque cruellement. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos territoires dans les prochaines années pour vivre dans le respect des limites planétaires, les enjeux globaux, mais aussi dans le respect de nos milieux naturels, sans oublier les humains, qui bien évidemment y vivent et y travaillent.
Ouais, c'est ça, c'est au cœur de ton bouquin, la connexion donc entre des enjeux sociaux qui sont quand même au cœur de l'ouvrage, enjeux culturels aussi que tu prends en compte sur l'attachement au sport d'hiver et au sport de montagne, dans ces territoires. Une compréhension des enjeux politiques, donc on voit aussi, voilà, enfin, la sensibilité en sciences politiques qui ressort clairement et puis, la connexion aux enjeux environnementaux, locaux et globaux et donc tu rassembles ça en très peu de pages, donc c'est très fort et sur cette idée de scénarisation qui est bien réussi. Je trouve les 3 scénarios paraissent réalistes et on bien sûr, il y en a un certain qu'on préférait, voir, arriver. Hem, ouais, je m'étais noté peut-être, est-ce que au-delà de la question de l'enneigement qui est quand même là le cœur du problème, il manque de neige et il va manquer d'eau pour, faire fonctionner les canots à neige. Est-ce que ce sont les seuls problèmes des stations de sport d'hiver finalement? Est-ce que, voilà, il me semble que tu, pointes, et la littérature de toute façon que tu mobilises, pointe d'autres problèmes pour ces stations de sport d'hiver. Je ne sais pas si tu as voilà, si tu as quelque chose à Globalement même, j'ai envie de reformuler, la question, ce qui est: est-ce qu'on a d'autres problèmes pour nos montagnes? Parce que le véritable enjeu, c'est pas juste l'avenir des stations de sport d'hiver, le véritable enjeu, c'est, l'avenir de nos territoires de montagne. Hem, Généralement, on dit souvent que les montagnes sont sentinelles du climat. Je ne sais pas si c'est une phrase que vous avez déjà entendue, mais cette phrase, elle signifie qu'en montagne, les effets du dérèglement climatique, ils sont, on dit généralement 2 fois plus rapides, notamment du fait de l'altitude. Mais pas que, mais si on résume, du fait de l'altitude. Hem et le fait d'être sentinelle du climat, en effet, cette hausse des températures moyennes, elle est plus que perceptible à l'œil nu et tous les montagnards, des montagnardes le vivent. En effet, l'enneigement en est le symbole, incroyable et c'est quand même fou, hein, c'est magique la neige. À quelques degrés, on a de la neige qui nous fait rêver ou de la pluie qui nous embête tous. Donc heu, la neige, elle rend visible ces quelques demi-degrés dont on parle toujours, les +1,5, +2, en fait, oui, en montagne, tout cela est bien visible. Mais c'est pas le seul enjeu. Hem, vous le voyez sûrement aussi, dans les médias ou si vous vous intéressez aux questions montagne, il y a une multiplication des catastrophes naturelles en montagne. Il y a un fait qui a été marquant, je ne sais pas si vous connaissez les écrins. Il y a un hameau, le hameau de la Bérarde, qui est un hameau réputé parce que déjà, c'est un endroit qui est juste magnifique. Je vous je vous invite à aller dans cette vallée un jour, mais qui est aussi un des berceaux de l'alpinisme et ce hameau, il a été dévasté par ce qu'on appelle une lave torrentielle, et cet été. Des éboulements, on en a de plus en plus en montagne. Là, il y a eu un éboulement dans le massif des Écrins, il y a 2 semaines, en plein hiver. Enfin, cet accélère et puis, bien évidemment, on est obligé d'en parler, les glaciers qui disparaissent à une échelle, mais qui une rapidité qui est juste sans nom. Heu, on était à Luchon avec un glaciologue que je vous conseille de regarder ses travaux, qui s'appelle Pierre René, qui a lancé une association Maurenne, qui expliquait que depuis, qu'il suit des glaciers donc dans le Luchonnais, si je me trompe pas, il suivait au départ 13 glaciers, il en suit plus qu'un, tout simplement parce il en reste qu'un seul, qu'on peut encore mesurer. Donc oui, à l'échelle d'une vie humaine, on voit des glaciers disparaître. Donc la montagne, elle lance un cri d'alerte très fort sur, l'accélération des dérèglements en cours et donc moi, j'ai envie de dire que la question, elle est quand même peut-être un peu plus grave que celle de: «Est-ce qu'on va avoir de la neige pour skier cet hiver?» Et malheureusement, actuellement, dans le débat public, on résume quand même un peu la question de la transition du tourisme en montagne à cette question-là et ça se comprend en partie parce qu'en effet, les sports d'hiver, c'est une partie de l'économie de la montagne, une partie notable et il y a des emplois qui y sont attachés. Mais si en plus on ne traite pas la question des sports d'hiver parce qu'on continue à accueillir les JO en 2030 et que les JO sont une locomotive pour faire perdurer, j'ai envie de dire les sports d'hiver sous perfusion, on pourra peut-être expliquer le mot de perfusion. tu peux, Sous perfusion, c'est en fait se dire qu'actuellement quand on n'a plus de la neige naturelle pour pouvoir skier en montagne et ben, on la crée artificiellement. Donc en effet, on investit dans des canons à neige, donc des enneigeurs dits artificiels. Donc on produit artificiellement la neige sur laquelle on va skier et puis vu qu'on a besoin d'eau pour faire ça, il faut faire des retenues collinaires pour pouvoir stocker de l'eau qui fait qu'on puisse la transformer ensuite pour ensuite, transformer de la neige artificielle et en fait, tout ce mécanisme, heu,
on peut le comprendre pour des raisons économiques et encore, mais on ne le comprend pas du tout pour des questions écologiques. C'est un non-sens. Les chercheurs sont unanimes pour dire que c'est une maladaptation au regard des effets du dérèglement climatique. Mais on continue parce que on a peur en fait de transitionner. On se dit, mais dans les Alpes, en montagne, on parle souvent de l'or blanc parce qu'en effet, c'est très rentable le modèle du ski. Il n'y a pas beaucoup de modèles économiques qui est aussi rentable que le ski alpin. Et donc, on a du mal à le quitter. Et drôle de rentabilité, en fait, puisque l'activité de base des remontées mécaniques est globalement déficitaire Oui, et assumée par les collectivités territoriales, enfin les déficits. Et ensuite, et tout ce qui se greffe autour, par contre, il y a une incroyable rentabilité, effectivement, une chaîne de valeur tout à fait. diversifiée et très étendue. Ouais. Notamment l'immobilier en montagne, parce qu'en effet, si on a une station de ski, ça va pas être la remontée, c'est pas les forfaits qui font l'enrichissement du territoire, mais ça va être le fait qu'on va pouvoir acheter une résidence secondaire dans ces stations. Et puis, on le voit, on n'arrête pas de continuer à construire dans ces territoires alors que les conditions ne sont plus au rendez-vous. Mais c'était très difficile, en fait, de quitter un modèle économique qui nous paraît encore rentable. Alors, il y a des territoires qui sont en train de changer parce que justement, ils s'endettent pour faire perdurer le modèle du ski, notamment dans les territoires de moyenne montagne, où des collectivités sont obligées de mettre de l'argent public chaque année pour justement faire tenir ce modèle-là parce qu'ils ont peur qu'il y ait un petit effet domino qui fait que tout s'écroule. Mais malheureusement, ça ne tient plus beaucoup. Et je vais vous parler d'une station qui est dans le Vercors, Outreau-Méaudre, qui a failli être mise sous tutelle, justement parce que financièrement, l'endettement était beaucoup trop fort. Donc oui, on a une période qui est presque plus de la transition. La transition, normalement, ça nécessite un temps pour pouvoir accompagner une dynamique et justement accompagner l'humain dans cette transition écologique. Là, dans certains territoires de montagne, on peut parler de bifurcation, on peut parler de virage parce que là, il va falloir sacrément vite changer le système si on veut faire en sorte qu'il y ait le moins de casse sociale possible parce qu'on est vers un non-sens écologique. Oui, avec une situation que tu pointes aussi dans ton ouvrage, qui est la dépendance aux sentiers empruntés et qui est particulièrement forte pour les stations de montagne. Tu parlais de maladaptation, mais cette maladaptation, c'est aussi une spirale financière absolument négative qui, par l'ampleur des investissements qui ont été faits depuis les années 2000, très fortement 90-2000, à partir des premiers grands hivers sans neige de la fin des années 80, des investissements massifs avec un plan d'amortissement sur 30 à 40 ans, des communes qui se retrouvent endettées pour très longtemps et donc endettées et donc dépendantes des retombées des stations, enfin Oui. du ski alpin, et qui les enferment aujourd'hui aussi dans voilà, qui les enferment dans ce modèle et qui risque de faire qu'il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de bifurcation, mais il y aura mise sous tutelle et effondrement des stations si, voilà, Oui, faute tout d'argent à en fait. fait. Faute d'argent. C'est vraiment important qu'on a en tête que l'économie du ski est fortement subventionnée. Il y a un rapport de la Cour des comptes que je vous invite à lire, qui est sorti en février 2024, qui a véritablement sonné l'alerte, parce que la Cour des comptes disait il faut qu'on arrête de mettre de l'argent public dans des stations qui ne sont pas en train de penser la transition. Et quand on parle d'investissement, c'était de 20 à 25 du chiffre d'affaires d'une station. C'est énorme. Il n'y a pas, en montagne, il n'y a pas d'équivalent en acteur touristique qui reçoit 25 de subvention publique. Moi, j'ai un gîte d'étape, je peux avoir 25 de subvention publique. Si on va avoir quelqu'un qui fait du canoë-kayak, il n'a pas 25 de subvention publique. Mais le ski a 25 de subvention publique. Et en effet, on est en train de s'endetter dans nos territoires de montagne. Et je vous invite aussi à lire les travaux d'un chercheur qui s'appelle Eric Adamkiewicz, qui dit on n'investit plus aujourd'hui en montagne, on s'endette. Et on s'endette délibérément parce qu'on a peur d'autre chose. Soit parce qu'on a peur d'autre chose, une fois on se dit, bah, dans certains territoires, on va essayer de... La collectivité va s'endetter, mais les profits, eux, vont être privatisés à travers l'immobilier. Et, et ce modèle, c'est pareil pour les JO. Si vous vous intéressez aux Jeux Olympiques, au global, les Jeux Olympiques, les territoires, c'est jamais une opération au bénéfice positif. C'est toujours, d'un point de vue public, des pertes pour les territoires, de l'endettement. Et c'est pour ça que l'État doit signer ce qu'on appelle des garanties financières. C'est-à-dire que si la facture est plus élevée que celle anticipée, bah, ce sera à l'État de payer. Donc,
voilà, c'est la dépense publique. Mais par contre, le système est bien fait, qui fait que l'organisation des JO, qui est une organisation privée, elle est toujours rentable. Et donc, il faut véritablement qu'on se pose cette question-là sur le devenir de nos territoires de montagne. Et c'est pour ça que l'imbrication entre ces grands événements internationaux, les Jeux d'hiver, en dit aussi long sur la vision qu'on peut avoir de nos territoires de montagne. Est-ce qu'on doit toujours, on va dire, rendre publiques les pertes, mais par contre, privatiser les bénéfices? Moi, je pense que non. Oui, donc il y a aussi un grand classique, mais de l'économie du tourisme d'une manière générale, cette privatisation des profits et socialisation des pertes effectivement. Alors, bah, peut-être qu'on peut, en t'écoutant, j'ai plein de questions qui viennent, mais peut-être, que tu peux nous présenter les 3 scénarios que tu imagines d'ici 2030, enfin pour 2030, donc d'après théorique, d'organisation des Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes françaises. C'est vrai que sur le format du livre, moi, j'ai pris celui de la prospective, en me disant aussi: «Je vais essayer de raconter des histoires». Parce que quand on parle de transition écologique, c'est compliqué de rendre à voir. En fait, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Alors 2030, vous allez me dire, c'est pas dans longtemps, mais c'est quand même, dans 5 ans. Et quand on voit l'accélération, des dérèglements globaux, ça va quand même assez vite. Et donc, je me suis dit: «Moi, je veux donner à voir ce que pourraient être ce que pourraient ressembler nos territoires alpins, mais aussi nos territoires montagnards». Je donne des exemples dans les Pyrénées, selon les décisions qu'on prend dès aujourd'hui, notamment celle d'accueillir ou non les Jeux d'hiver. Donc j'ai pensé 3 scénarios. Le premier, on est en 2030, les Jeux d'hiver ont lieu et ils sont la locomotive, en effet, d'une vision de la montagne qui est une vision que moi je qualifie, de consumériste. C'est-à-dire, bah, oui, la montagne, c'est un beau paysage et du coup, on va en profiter, pour en faire de l'argent et avec une logique presque de quoi qu'il en coûte. Heu et c'est, en tout cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une vision de la montagne qui est véritablement soutenue politiquement, qui est de se dire, en été, ce que l'on souhaite pour nos territoires de montagne, c'est une montée en gamme. Faire en sorte que nos stations soient de plus en plus luxueuses. Donc, en effet, on va aller chercher à 2000 mètres d'altitude, d'aller faire, des hôtels de luxe, alors qu'on n'en a pas besoin. Le luxe en montagne, et je trouve pas dans la qualité de la Wi-Fi, quoi. On va chercher autre chose quand on va dans nos territoires de montagne. Ça se traduit aussi par de plus en plus d'aménagements et ces jeux d'hiver, même s'ils sont annoncés comme sobres, ils ne le seront pas. Parce que certes, on va réutiliser une partie des infrastructures, sportives existantes, mais il va falloir les rénover et puis surtout, il va falloir accueillir du monde. Donc il va falloir faire de nouveaux lits touristiques, alors que l'un des principaux problèmes de nos territoires de montagne, c'est qu'on parle souvent de lits froids. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, lit froid, mais c'est un lit, alors vous pensez au lit dans lequel on dort, mais on va dire c'est un lit qui peut être un lit touristique quand vous dormez dans une chambre d'hôtel ou une résidence qui est pas occupée. Il est froid parce que justement, c'est un il est occupé que quelques semaines à l'année et c'est tout le problème de nos territoires de montagne. En fait, la moyenne des résidences secondaires, en fait, je crois que c'est quelques jours, c'est C'est quelques maximum jours, ouais. 15 jours, je crois. 15 jours. C'est pour ça que je pensais à 2 semaines, mais heu, c'est ridicule et je suis sûre que vous, autour de vous, vous connaissez sûrement des personnes qui ont, en effet, une résidence secondaire, qui vont peut-être que quelques jours à l'année, mais parce que ça a été pensé comme ça et l'idée, c'est pas de se dire, «Est-ce qu'à aujourd'hui, on a fait, les mauvaises décisions?» De toute façon, on peut pas y revenir. Mais est-ce que c'est encore, possible de continuer à valoriser ce système où une station, elle ne va vivre que 2 mois à l'année ou même moins? Et donc on va aménager des territoires entiers pour les faire vivre que quelques semaines, quelques mois à l'année. Et ces jeux d'hiver, ils continuent à faire perdurer cette vision de la montagne. C'est aussi des enjeux majeurs en termes de mobilité. La mobilité, en montagne, c'est, plus de 50 des émissions de gaz à effet de serre, même beaucoup plus. J'ai plus exactement le chiffre en tête, je sais pas, Ouais, tu donnes 56, enfin, une étude de l'ADEME donne 56 pour le tourisme, ce serait je sais pas. 77 et bon, bizarrement moins pour les stations de sport d'hiver. Mais ouais, ouais. Mmh et en effet, ces jeux d'hiver, en 5 ans, ils permettent pas de développer la mobilité douce dans nos territoires de montagne. La seule annonce actuellement qui est faite en termes de mobilité, c'est de faire un contournement routier, de Gap. Donc c'est-à-dire qu'en 2030, on va investir dans la route, alors que l'enjeu prioritaire pour nos territoires de montagne, c'est de ne plus dépendre de la voiture. Donc j'essaie de montrer à comment ces jeux d'hiver, en fait, ils risquent de freiner totalement la transition des territoires de montagne en continuant à rester dans le même modèle. Ça, c'est le premier scénario. Ouais.
Le 2e, tu imagines un scénario un peu catastrophe? Oui, après malheureusement, quand je donc j'écris mon livre en mai et juin et il y a déjà des choses que j'imaginais pour 2030 qui se sont passées, bah, là en 2025 donc ça va très vite. Mais, j'imagine un scénario où les jeux d'hiver n'ont pas lieu. Heu et n'ont pas lieu non pas parce que, il y a eu une prise de conscience politique, ils n'ont pas lieu juste parce qu'ils n'ont pas lieu d'être, parce que les enjeux sont ailleurs. Parce que finalement, dans ce scénario, je cherche à parler des priorités de la montagne et peut-être aussi de nos priorités collectives en tant qu'humains sur terre. C'est-à-dire, je parle des défis si on n'arrive pas à véritablement enclencher, l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre et si on prend cette trajectoire à +4 degrés, qui est juste, invivable, on va pas essayer de s'adapter à 4 degrés. Il faut enfin, excusez-moi, mais il faut qu'on arrête de se la raconter à ce niveau-là. Et c'est ça que j'ai voulu, rendre visible, c'est, c'est ces enjeux de la montagne dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire, si nos glaciers, disparaissent, ce qui va malheureusement être le cas si on n'atténue pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, ça va être des tensions énormes sur les questions de l'eau. Et je prends l'exemple du lac de Serre-Ponçon qui est un immense barrage dans les Alpes du Sud qui permet, en effet d'alimenter en eau potable, toute, toute la vallée, mais aussi tout le sud, toute une partie du sud de la France, qui alimente aussi les enjeux d'hydroélectricité, notre agriculture, et cetera. Et en fait, j'essaye de rappeler que les montagnes, c'est peut-être nos châteaux d'eau aussi, et qu'il y a peut-être un enjeu de les préserver. J'aborde aussi, les questions autour des risques naturels en montagne. En effet, cette démultiplication, des risques naturels qui font qu'aujourd'hui, la question, c'est même des fois la vivabilité des territoires de montagne. Je vous parlais du hameau de la Bérarde. Actuellement, il y a plusieurs villages en montagne où, au regard des risques, se posait la question de: «Est-ce qu'on doit partir ou pas du village?» Comme sur la côte, comme sur la zone littorale où on pense à évacuer des villages. Ça, ce sont des priorités qu'on ne traite pas assez. La question, bien évidemment, de notre résilience alimentaire. En montagne, on produit très peu, d'un point de vue agricole. On a de l'élevage, mais on a un véritable enjeu aussi sur, le pâturage, sur, comment justement on augmente notre résilience alimentaire en montagne demain si on veut être moins dépendant du global. Actuellement, c'est un sujet qui est pas traité. Voilà, parler de ces gros défis, puis chercher aussi à montrer comment des fois le global peut impacter le local. Si imaginons, on était dans une situation où la Floride prenait des immenses incendies et que Trump était réélu. Bon, bah, malheureusement, ça c'est presque, enfin, Trump a été réélu et les incendies ont eu lieu ailleurs, mais chercher à montrer que oui, peut-être on peut faire la fête en 2030, mais peut-être qu'on peut être aussi lucide sur les défis qui sont face à nous. Et puis, comme le remarquait, je crois Stéphane Foucart cet été, au contraire de ce qu'on avait pu naïvement peut-être espérer, que la catastrophe climatique, lorsqu'elle serait là, elle ferait basculer les sociétés vers, l'écologie. Ce qui est en train de se passer, c'est un basculement global, vers l'extrême droite qui remonte de très loin, mais qui est en train d'être, Mmh, aussi accentué par le changement climatique qui finalement profite aux forces réactionnaires. tout Bon, à ça Je me permets juste de faire une petite parenthèse, sur ce sujet, pour les Jeux. Moi, je suis originaire du bassin minier, je suis très sensible à la question de la montée de l'extrême droite en France. Ces Jeux d'hiver, ils ont aussi à avoir lieu sur la frontière franco-italienne, dans le Briançonnais, qui est un lieu de passage, de nombreux migrants. Moi, je me pose vraiment la question de ça veut dire quoi faire la fête sur un versant de la montagne et interdire, la circulation de personnes qui essayent de sauver leur vie, sur l'autre versant. Enfin voilà, c'est aussi un peu la face sombre de ces Jeux d'hiver. On l'a vu avec les JO de Paris, avec la question des SDF et des migrants également. J'ai voulu aussi en parler dans le livre. C'est pas un enjeu environnemental, mais qui est sociétalement hyper fort et j'ai peur qu'on n'en parle pas assez parce que le Briançonnais, c'est quand même l'un des lieux de mobilisation et d'accueil sur la migration et notamment une migration qui est de plus en plus climatique, qui mérite d'être mentionnée. oui, c'est ça, oui, tu as un passage là-dessus dans ton ouvrage puisque tu essayes à chaque fois de connecter, enfin de sortir du ski et de connecter à des enjeux globaux et évidemment l'immigration, ça en fait partie et une pensée géographique, permet de oui, de bien voir ce problème effectivement, que tu notes vraiment de manière, très intéressante. Et est-ce que tu veux parler du troisième scénario? Bah oui, Pour le quand coup, il même. manque 5 pages à lire, mais Bon, bah, ouais, j'espère qu'elles te plairont.
Le troisième scénario, pour moi, ça a été le scénario qui a été le plus difficile à écrire parce que c'est le plus important. Dresser le constat sur les problèmes, ça compte. Et c'est le cas des scénarios 1 et 2 pour avoir une vision lucide sur la situation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vers où on va maintenant. C'est quoi nos perspectives? Comment on se projette dans l'avenir? Parce qu'il y a, il y a de la vie demain. Donc, faut aussi pouvoir se projeter là-dedans. Et dans ce scénario 3, je me suis posé la question de me dire, et si les Jeux d'hiver avaient lieu? Parce qu'on n'a pas su les arrêter. Politiquement, il y a pas eu les décisions. Voilà, les Jeux d'hiver ont lieu, mais s'ils ne cassaient pas une dynamique de transition, si finalement, non, on pouvait avoir des Jeux d'hiver, mais que les Jeux d'hiver, ce soit pas notre seule perspective et que nos montagnes, elles soient véritablement vivantes en 2030, quels pourraient être les leviers pour ça? Et donc, dans ce scénario, la dynamique, elle est ailleurs. Elle se joue ailleurs. Et elle vient notamment des territoires de montagne. Et, et là, c'est pas de l'utopie qui est hors sol. C'est de l'utopie qui est aussi profondément réaliste. Parce que dans les territoires de montagne, il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui s'enclenchent justement pour penser de nouveaux modèles économiques, pour penser de nouvelles manières d'habiter. Alors qu'on peut se dire, par exemple, l'habitat en montagne, c'est souvent des très grandes maisons, des très grands habitats. Et on voit partout dans les territoires de montagne des gens se dire, je veux lancer un habitat participatif. On en parlait encore juste avant la conférence. Sur des questions de mobilité, où en effet, on essaye de repenser les usages pour faire en sorte de peut-être se déplacer moins ou se déplacer collectivement. Heu, des questions bien évidemment aussi, en fait des questions collectives. Parce que finalement, moi, ce que je constate en ce moment en montagne, c'est que des collectifs citoyens, il y en a mais énormément. Des gens qui ont envie de se bouger pour vivre différemment sur leur territoire, qui inventent des choses. Des initiatives entrepreneuriales et notamment de l'économie sociale et solidaire dans les territoires de montagne, il y en a plein. Heu Aussi certaines initiatives politiques qui sont courageuses et qui essayent d'émerger, heu et en fait, ces initiatives, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas, on les met pas en réseau, et surtout on les accompagne pas. On les accompagne pas ni en termes d'ingénierie humaine et on les accompagne pas financièrement. Des personnes qui ont envie de porter un projet d'économie sociale et solidaire sur leur territoire, il leur faut des années pour aller trouver des financements. Par contre, on est capable, d'aller mettre des centaines de milliers d'euros pour investir dans des canons à neige. On a peut-être un petit problème quand même, j'ai envie de dire de focale. On regarde pas au bon endroit et on n'accompagne pas les bonnes personnes. Et moi, j'ai envie de dire, mais si on considérait aujourd'hui que ce sont ces initiatives qui comptent vivre les territoires de montagne, que ce sont ces initiatives qui incarnent déjà la transition, qui font déjà les transitions, et bien peut-être que là, oui, on aurait un avenir qui est profondément lucide dans nos territoires, mais aussi souhaitable. Et c'est ça que j'ai essayé de définir dans ce scénario 3. Ouais, ouais, et là, ça pose évidemment aussi fondamentalement le poids du politique et des politiques, des élus, qui ont tendance, du fait aussi, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais du fait des intérêts ponctués, puissants, plus ou moins puissants, mais qui peuvent être aussi des petits intérêts dans des communes où il y a quelques commerçants qui sont dépendants des stations de sport d'hiver et qui ont tendance aussi à verrouiller, les financements qui partent dans les stations de ski, tous les aménagements annexes. Là, on n'en a pas parlé, je crois. Tu l'évoques et je te poserai une question là-dessus après sur les mobilités, mais le poids des routes aussi, qui sont un poids dans les budgets communaux gigantesque, et entretenir des routes pour que les gens puissent venir l'hiver, ça coûte très cher au département, à tout le monde. Enfin bon, il y a un cercle vicieux de cet entretien des stations de sport d'hiver qui prive aussi toutes les autres initiatives de transition de financement. Et donc là, il faut en fait un volontarisme politique extrêmement fort et sans doute que les mouvements sociaux peuvent appuyer, peuvent jouer et dont Montagne Landers. Tout à fait. C'est vrai que la plus forte inertie en montagne actuellement, elle vient du politique. Elle vient pas du milieu, par exemple, du privé. C'est intéressant de se dire que le privé en montagne est véritablement en train de se poser des questions, mais même de se mettre en mouvement. Je vais vous donner un cas concret. Vous connaissez peut-être l'entreprise au Rossignol, qui est très présente en station. Plus de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires, c'est lié au sport d'hiver. Ils ont développé un peu le vélo, mais c'est marginal. Rossignol, ils travaillent avec Montagne Wilderness pour essayer de repenser tout simplement leur modèle économique, parce que sinon, ils se disent on n'a pas d'avenir. Mais nous, on a des milliers d'emplois liés à nos industries chez Rossignol. Qu'est-ce qu'on fait demain en tant qu'acteur économique majeur de l'outdoor? Donc, le PDG de Rossignol, lui, il se pose ces questions-là.
Par contre, en effet, côté politique, on a plus de mal à se les poser. Euh, mais par contre, les citoyens, en effet, là, il y a des dynamiques qui sont très fortes. Alors, je donne souvent cet exemple-là, et c'est vrai que je donne celui-là dans mon livre, parce que pour moi, il est vraiment très inspirant. C'est un collectif citoyen qui est dans le Vercors, qui s'appelle Vercors Citoyen, qui s'est constitué à l'origine contre un projet. Et c'est souvent le cas dans les dynamiques citoyennes. C'est toujours plus facile de se fédérer contre que pour quelque chose. Ça, vous pouvez l'analyser partout. Et là, ils se sont fédérés contre un projet. Et le projet, on dit que c'est le projet dit Tony Parker. Parce que le financeur, c'est Tony Parker, qui a été conseillé de venir investir justement sur ce plateau du Vercors dans une résidence hôtelière haut de gamme et en même temps dans certaines stations. Et donc, il est arrivé sur le territoire et avec les élus, il a eu un deal qui était de se dire, OK, moi, je reprends votre station. Donc, je vous permets en tant que collectivité de plus vous endetter pour faire vivre la station. Mais en contrepartie, je souhaite avoir un terrain pour pouvoir construire une résidence hôtelière. Donc là, vous comprenez ce cheminement, que ce n'est pas la station qui est rentable, la station coûte, mais c'est l'immobilier qu'il y a autour. Et donc, ce projet Tony Parker, il a cristallisé les tensions. Il y a un collectif d'habitants qui s'est créé, mais qui a aussi fédéré des gens autour du Vercors et l'a rassemblé 1000 personnes. Et dans ces 1000 personnes, on va retrouver des habitants, bien évidemment, donc des professionnels du tourisme. On va retrouver des anciens athlètes. On retrouve notamment Marie Dorin, que j'ai interviewée dans mon livre, qui a été une biathlète championne olympique. On va retrouver des chercheurs de Grenoble. On va retrouver des amoureux de la montagne, des amoureux du pain. 1000 personnes. C'est 1000 personnes dans le Vercors, c'est pas rien, quoi. 1000 personnes à Toulouse, on pourrait déjà dire c'est pas mal. 1000 personnes dans le Vercors, c'est conséquent. Et en effet, grâce à leur dynamique, à la fois contre ce projet Tony Parker, mais désormais pour une autre vie dans le Vercors, ils sont en train de faire bouger les lignes. Mais véritablement, à la fois parce qu'ils sont en train de se saisir du devenir de leur territoire. Presque, moi je les suis beaucoup, tous les 2 semaines, ils font un événement maintenant sur le Vercors, sur ça veut dire quoi vivre demain dans le Vercors au regard des tensions sur la ressource en eau, comment on essaye d'augmenter notre autonomie alimentaire, comment on gère mieux la mobilité, quels sont les emplois de demain sur notre territoire. Ils donnent la parole aux citoyens, ils font des agoras citoyennes, ils s'engagent aussi dans des projets très concrets, parce qu'il y a aussi plusieurs personnes qui sont des entrepreneurs et qui ont envie de ne pas attendre que le politique se bouge pour se mettre en mouvement. Puis là, ils ont aussi peut-être 2026 en tête, où ils disent, bah, il y a peut-être quelque chose à jouer au niveau des municipales. Et ça donne du poids, ça donne de la force aux initiatives citoyennes, parce qu'on se rend compte que là, oui, alors le projet Tony Parker, pour l'instant, on ne sait pas s'il va se faire ou s'il ne va pas se faire. Mais en tout cas, c'est comme pour les JO. Il est plutôt parti pour se faire. On espère qu'il ne se fera pas. Mais en tout cas, la mobilisation que les citoyennes fait que le territoire n'est pas dans une posture attentiste, mais véritablement de mise en mouvement vers quelque chose qui est plus désirable pour eux. Bah, sur ce projet de Tony Parker, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi, c'est qu'il veut promouvoir donc, effectivement un hôtel de luxe, mais l'hôtellerie, globalement, dans les stations, les petites et moyennes stations, l'hôtellerie, elle n'est pas rentable. Et c'est bien la vente immobilière qui est rentable. Donc là, il y a un drôle de projet côté Tony Parker. Bon, à suivre. J'ai 2 questions, comme ça, après, on aura le temps aussi de discuter. 2 dernières questions. Une sur les mobilités. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises et c'est un truc hyper important, il me semble. L'extrême dépendance aujourd'hui du tourisme en général et des sports d'hiver aux mobilités carbonées à l'automobile, globalement. Les JO, les futurs JO de 2030 doivent, si je t'ai bien lu, hein, en partie financer des mobilités décarbonées. Il y a C'est annoncé. c'est annoncé. Comment on imagine un avenir des montagnes, donc sans les mobilités carbonées et comment on imagine une sortie de la dépendance aux voitures en montagne pour le tourisme, mais aussi pour les habitants d'une manière plus générale? Eh bien, c'est la question, l'une des questions les plus complexes pour nos territoires de montagne, à la fois parce que la montagne, elle a déjà toute la complexité de la ruralité, c'est-à-dire en effet les transports en commun. Quand on va vers, moi je vis dans un hameau de 10 habitants, le département pourrait dire on va quand même pas mettre un bus pour 10 habitants.
c'est pas rentable. Donc se pose la question comme en ruralité, est-ce que, les transports en commun ont un objectif de rentabilité ou pas? Ou est-ce qu'on assume que c'est une dépense publique parce que c'est une nécessité publique? Donc il y a la question en effet, de la distance, il y a la question donc, du fait il y a pas de concentration, de la population. Donc tout ça rajoute de la complexité et puis aussi, il y a le fait qu'on est en montagne et du coup, vu qu'on est en montagne, on est des fois très attractif à certaines périodes de l'année et à certaines périodes, il y a personne. Je reviens sur mon hameau parce que c'est concret. Au quotidien, il y a 10 habitants. Je vis dans un hameau qui est port d'entrée vers des randonnées et vers des refuges. 20 jours à l'année, sur le parking, on va avoir, des centaines de voitures parce qu'il y a des gens qui veulent aller randonner. Et donc quand on travaille avec la collectivité, on dit: «Peut-être qu'on pourrait faire, par exemple, des bus qu'à certaines périodes de l'année». On pourrait faire des navettes à la demande. Enfin voilà, il y a un enjeu presque de sur-mesure, sur les questions de mobilité en montagne qui est plus compliqué qu'en ville. Ça, on va dire, c'est un peu le diagnostic. Donc du coup, la facilité, c'est de pas faire et c'est de continuer à utiliser en effet, la voiture, pour, pour se rendre en montagne. Il y a eu un globalement dans les politiques de mobilité au niveau national et ce qu'on a subi dans nos territoires de montagne, c'est qu'il y a eu un désinvestissement, dans tout ce qui est petites lignes du quotidien. Là, je pense au train. Si vous pensez aux Alpes du Sud, par exemple, mais aussi dans les Pyrénées, c'est de plus en plus compliqué, de prendre le train, alors que les gares existent toujours. Mais on n'a pas investi dans l'entretien, justement, des lignes. Et donc actuellement, on se retrouve dans une situation où on aurait pu faire des choses, mais on n'a pas investi au bon moment. On a même des territoires, et je reviens sur le Vercors, où auparavant, il y avait des solutions de mobilité douce. Avant, on pouvait monter dans le Vercors en tramway, entre Grenoble et Vercors. Tout ça a été supprimé et maintenant, on ne monte qu'en voiture. Parce qu'en effet, il y a eu ce paradigme de l'automobile et il faut qu'on en sorte. Mais ça est compliqué. Où sont les pistes de solutions? À la fois, il faut réussir à distinguer la mobilité dite touristique et la mobilité du quotidien. Parce que si on ne fait qu'améliorer la mobilité touristique, c'est une bonne chose, parce qu'en effet, elle est fortement émettrice de gaz à effet de serre, mais ce sera insuffisant pour toutes celles et ceux qui vivent en montagne. Moi, où je vois les deux pistes, c'est que, en effet, sur la mobilité touristique, il y a un véritable enjeu sur développer des mobilités douces, et ça, des territoires inspirants le font. Je peux vous parler de la vallée de la Clarée, par exemple, qui se trouve tout au fond des Hautes-Alpes. Les gens y allaient en voiture. Maintenant, ils ont investi dans une navette qui est payante parce qu'en effet, on est sur quelque chose de touristique. Je crois que c'est 2-3 € et qui permet de ne pas permuter les voitures. Il y a aussi quelque chose qui est de se dire comment dans le tourisme, on rend contraignant la voiture. Moi, je souhaite surtout pas qu'on fasse payer l'accès à la montagne, parce que l'accès à la montagne, pour moi, c'est un besoin essentiel. Par contre, qu'on fasse payer le fait que des personnes prennent leur voiture pour aller jusqu'au parking qui est au début du départ de randonnée, peut-être que ça, on peut le faire payer pour faire en sorte que la route, en fait, le parking, il démarre plus bas. Donc oui, il faut marcher un peu plus, mais au regard de l'impact environnemental, du dérangement pour la faune et la flore, peut-être que cela se comprend. Et là, il y a des démarches. Nous, avec Montagne Wilderness, on fait ce qu'on appelle des projets de fermeture de route. C'est-à-dire qu'on propose à des collectivités de dire, mais finalement, cette route où les gens montent en voiture à chaque fois, quelques jours à l'année, ce qui est polluant d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, sonore, olfactif et dérangeant pour la faune et la flore, peut-être que si on coupait la route, qu'on mettait le parking plus bas dans la vallée et qu'on avait soit un système de navette ou juste on montait à pied ou en vélo, peut-être que ce serait pas si mal que ça. Et et ça, c'est aussi faire comprendre que oui, c'est tout pour la problématique de la voiture individuelle, c'est le confort a ses limites. Et donc ça, c'est une première chose. Donc investir dans des transports en commun, réinvestir pour l'accès aux stations, et là, on peut prendre l'exemple de Bourg-Saint-Maurice où on a le train qui permet en effet d'aller jusque, Bourg-Saint-Maurice et après on va monter à la station, en funiculaire. Il y a des solutions de ce type, et des fois elles sont plus ou moins coûteuses, qui sont des fois plus ou moins prises en charge par les collectivités ou par le client touristique. Et après, il y a la question de la mobilité du quotidien et là où je trouve que pour l'instant, il n'y a aucun débat en montagne sur la mobilité au quotidien et là, cet enjeu, c'est véritablement pour moi de se dire que la mobilité active, les transports en commun, pardon, la mobilité douce, les transports en commun doivent être perçus en effet comme un investissement
pour que les habitants puissent se passer de leur voiture. Et il y a aussi un autre enjeu quand on parle de mobilité, c'est pas juste, j'ai envie de dire, comment on met un véhicule pour aller d'une distance A à une distance B. La question, c'est aussi comment on réduit la distance A et B. Et donc ça pose la question des services qu'on retrouve dans nos montagnes. Quand on vit dans certains villages et que le médecin, il faut faire 40 minutes de voiture pour aller chez un médecin, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'en effet, il y a un enjeu de service public de proximité dans nos territoires de montagne. Et ça réglerait aussi la problématique de la mobilité, repenser les distances. Ouais, donc, en tout cas, immense enjeu et voilà, pareil, qui nécessite, des mobilisations et puis une vraie prise en charge politique et la toute dernière question que je voulais te poser, c'est, bon, finalement, tu montres bien que ces JO risquent d'enfermer dans un certain modèle qui n'est pas durable, pas souhaitable, au point de vue, climatique, écologique et social. Donc qu'est-ce qu'on peut encore faire? Si on veut empêcher ou faire dérailler un petit peu ces jeux olympiques ou les réorienter dans une direction, plus souhaitable? Moi, je ne pense pas qu'on pourra faire, des jeux d'hiver, éco-responsables. Parce que comme je dis, pour moi, l'enjeu, c'est pas de juste discuter de comment on va atténuer, les impacts de ce grand événement sportif, parce que culturellement, il y a un problème. On revient au début de la conférence et tu disais que culturellement, il continue à faire rêver de sports d'hiver dans une époque où on a besoin de changer d'imaginaire. Donc en cela, non, il n'y aura pas de jeux d'hiver, qui seront éco-responsables et qui serviront la transition écologique à partir du moment où le cœur même du projet pose question. Par contre, oui, il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire, à la fois pour s'assurer que ces jeux d'hiver, ils aient le moins d'impact possible, s'ils ont lieu et ça les associations, on est là-dessus en disant: «Bah, ils seront jamais vertueux, mais par contre, il faudra faire en sorte qu'ils aient le moins d'impact». Vous voyez, hein, c'est un peu cynique de dire ça, mais c'est réaliste. Il faut pour moi, on en est là aujourd'hui et donc nous, Montagne du Nord-Est, on fait des propositions, à ce sens en disant: «Bah, en effet, vous parlez, on fera des propositions en termes de mobilité s'il faut en faire». Chose très concrète sur la mobilité. Les Jeux d'Albertville, il y avait des transports en commun durant les Jeux d'Albertville. Les Jeux d'Albertville se sont finis, ils ont plus financé les navettes. Tout simplement parce que ça coûtait. Donc ça aussi, c'est une question quand on parle d'héritage des Jeux olympiques. C'est de se dire, bah, imaginons que vous allez mettre des navettes dans le Briançonnais, très bien. Mais donc vous engagez pour faire en sorte qu'elles servent ensuite. Donc on essaiera d'avoir cette tractation, j'ai envie de dire. Ouais, pour Albertville, justement, le problème aussi, c'est que ça a été un grand, immense programme routier, Oui, aussi. autoroutier, hein, pour, fluidifier les circulations dans les vallées, donc immense programme d'aménagement qui ont accompagné la mise en place de transports. Mais on est dans l'accumulation comme on est On était dans l'accumulation. Mais en fait, on dit les jeux que, en tout cas en montagne, ils ont permis d'aménager les territoires de montagne. La question en 2030, c'est qu'il faut réussir à aménager nos territoires de montagne. Donc on change de paradigme. Et en cela, en effet, nous, chez Montagne du Nord-Est, on considère qu'il n'y aura pas donc de jeux éco-responsables. Par contre, où est-ce qu'on met l'énergie? Pour moi, l'énergie, c'est justement comment on fait porter le débat public au-delà des jeux d'hiver. Vraiment, ma principale crainte, c'est qu'on se retrouve en 2030 avec pour seule perspective pour nos montagnes d'accueillir les Jeux d'hiver. Si c'est ça notre seule perspective, on passe à côté de l'essentiel. Et donc, c'est là où on a envie de mettre toute notre énergie. Et je finirai peut-être sur un projet qu'on vient de lancer avec l'association et que je vous invite à relayer. C'est qu'on s'est dit, mais finalement, et ça, c'est vrai que c'est important que j'en parle, on l'a pas dit jusqu'ici, pour ces Jeux d'hiver, il n'y a pas eu de consultation de la population. Il n'y a pas eu de référendum, ni au niveau des Alpes, ni au niveau national. Personne n'a été amené à s'exprimer sur est-ce qu'on est pour ou contre ces Jeux d'hiver. Donc, des conditions, c'est normalement l'une des conditions, hein. oui, mais Donc, c'est qu'il y a oui, prévu. c'est le fait que ce soit la France, parce que la France, elle a dit au CIO, vous pouvez faire les Jeux d'hiver chez nous, nous, on va pas consulter la population. Alors que la Suisse et la Suède, eux, ont dit, bah, nous, on va consulter la population. Donc, on consulte pas la population pour un projet à 3 milliards d'euros qui va structurer les territoires de montagne. C'est problématique. Donc, alors qu'actuellement, on a besoin de débats dans nos territoires de montagne. Et nous, on s'est dit, vu qu'il y a un problème démocratique énorme dans nos territoires de montagne, il faut qu'on libère la parole, pour qu'on puisse s'exprimer au niveau national et au niveau local sur qu'est-ce qu'on veut pour nos territoires de montagne. Et le on peut être les habitants, comme ça peut être celles et ceux qui justement traversent et pratiquent ces territoires. Et donc, on a lancé lundi une grande consultation au niveau national avec une plateforme que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle make.org. Et la question que l'on pose, c'est quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre nos montagnes en 2030? Parce que pour nous, elle est là la question fondamentale. C'est véritablement d'aller au-delà
des jeux d'hiver, parce que ça peut pas être notre seul horizon collectif politique. Et peut-être juste pour dire que donc je vous invite à relayer cette consultation, pardon. Il y a déjà plus de 40 000, je crois, votants, ce matin, et alors qu'on l'a lancé lundi soir. Donc je pense que l'intérêt pour les territoires de montagne, il est très fort. Et donc vraiment, vous pouvez faire des propositions, concrètes, mais aussi des propositions peut-être plus larges. Vous, en tant qu'étudiant habitant à Toulouse, qu'est-ce que vous aimeriez voir, et qu'est-ce qui vous paraît souhaitable pour les territoires de montagne? Et vu que le débat, il doit être ouvert au niveau national, ce qu'on espère avec cette consultation, c'est faire bouger, les lois au niveau montagne. On est quand même, pour vous dire, on échange avec des services au niveau national qui nous disent: «On est en panne de vision pour nos montagnes». On en est là. En effet, il y a un enjeu qui est de se projeter dans l'avenir de nos territoires, et même quand au niveau étatique, on nous dit qu'on est en panne d'imagination, Tu as le droit de dire quelle administration? bah, ben, les ministères. Le ministère qui nous dit qu'ils sont en panne d'imagination sur le devenir, de nos montagnes. Donc, bah, nous, on pense que des idées, il y en a beaucoup. Et elles sont des idées notamment citoyennes, mais pas que. Tout le monde peut participer à cette consultation. Donc d'où pourquoi on lance le débat aujourd'hui, et on le lance aussi dans les territoires où on s'est dit: «Mais il y a en fait, actuellement, il y a beaucoup de tensions dans les territoires de montagne autour de ces enjeux». Des fois, dans certains villages, elles ne se parlent plus sur des questions de: «Est-ce qu'on doit ouvrir ou fermer la station?» Donc il faut aussi qu'on arrive à parler de ces sujets, et à assumer nos désaccords et assumer la complexité du monde. Et donc on fait des ateliers dans les territoires avec des professionnels sur les sujets de transition. Et là, par exemple, on était à Luchon, pour parler du livre, et bah, dans, 2 mois, on va faire un atelier sur ça veut dire quoi vivre demain dans le Luchonnais en 2030, dans le respect des limites planétaires et des écosystèmes naturels. Donc, je pense qu'on cette question de transition, elle est profondément démocratique, et nos territoires de montagne, on est aussi, confrontés à tous ces enjeux. Merci beaucoup, Fiona, et on va pouvoir, ouvrir la discussion. Voilà, à vos questions, à vos réactions, sur ces montagnes.